cette question dans le débat. Laurent Fargue. Oui, ce qui me frappe beaucoup là dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est que il cible un peu les technocrates de Bruxelles contre le peuple. Il joue technocratie contre le peuple. Il cible aussi Angela Merkel. Il parle d'arrogance, de cœur réactionnaire d'Angela Merkel. Donc tout ça, c'est assez attendu. Il cible aussi les projets de Jean-Claude Juncker et de François Hollande, au passage, puisque c'est François Hollande qui proposait aussi cette Europe à plusieurs vitesses, cette Europe de la défense. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il attaque sur finalement le cœur du projet européen initial, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait la paix en Europe. Et il dit voilà, en ce moment, on est en train de créer une Europe de la guerre. Finalement, donc il attaque vraiment ce cœur du projet. Au passage, il se démarque de l'Europe des nations, de l'Europe nationaliste de Marine Le Pen, parce que parfois les commentateurs renvoient dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans leur attitude face à l'Europe. Donc là, il se démarque bien. Il dit bien que lui, il veut faire une Europe internationaliste. Et donc, pas nationaliste. Pas nationaliste, voilà, internationaliste. À Marine Le Pen, exactement. Et puis il a eu un mot, comme à son habitude, pour ses adversaires, candidats à la présidentielle, notamment Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Écoutez. Il est intéressant, puisque je vous parle comme un Français, de voir comment chez nous, la social-démocratie, qui réussit ce tour de force d'investir en quelque sorte deux candidats, au fond, se retrouve sur le plan européen. Là, et M. Macron qui recopie quasi mot pour mot les directives de la Commission européenne. Et l'autre candidat de la social-démocratie propose la constitution d'un Parlement de la zone euro et d'un gouvernement économique de la zone euro, qui au fond ne change rien à rien, puisqu'ils ont dit eux-mêmes que leur Assemblée et leur gouvernement n'abrogeraient pas les traités, mais les compléteraient. Voilà donc Macron en perroquet de la Commission européenne. Benoît Hamon aussi en prend pour son grade, vous me direz c'est le jeu. C'est le jeu, ce qui est par contre, on va dire, on peut mettre ça au crédit de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui était assez troublant quand Emmanuel Macron a dévoilé son programme, c'est qu'il faisait des prévisions à long terme d'une croissance pour la France de 1,8%. Et enfin, je ne sais plus quelles étaient ses prévisions d'inflation. Mais quand on prenait en fait les documents émis effectivement par la Commission européenne au début d'année, en fait, les prévisions sont exactement les mêmes, sauf que la Commission européenne en fait indiquait ces chiffres-là en prenant en compte le fait qu'il n'y ait aucune réforme qui se mette en place. C'est-à-dire qu'en gros, le programme d'Emmanuel Macron est enfin, même mis en place. Lui-même considère qu'en fait, il n'y aura aucune modification du cours actuel des choses. Voilà, donc en fait, c'est effectivement une parfaite continuité. Donc on peut dire que la critique de Jean-Luc Mélenchon est pour le coup parfaitement valable. Frédéric ? Oui, effectivement. Alors, on comprend effectivement l'argument de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On comprend un peu moins le renvoi dos à dos de Emmanuel Macron et Benoît Hamon dans une sorte de social-démocratie, parce qu'on ne peut pas dire que le programme de Benoît Hamon concernant en particulier l'Europe soit celui d'Emmanuel Macron, qui lui est vraiment pro-européen et il l'affirme haut et fort, tandis que Benoît Hamon, lui, est plutôt pour une réorientation de l'Europe. Donc, il y a quand même une divergence assez importante entre ces deux candidats. Et le fait de les mettre un peu dans le même sac, c'est un petit peu curieux de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais on comprend bien que là, il est en campagne électorale, qu'il est dans un match de deuxième division, on va dire ça comme ça, contre Benoît Hamon pour se qualifier avant. Enfin, là, les choses se jouent entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon pour être l'un devant l'autre. Et c'est ça qui est fondamental pour ces deux candidats. Et donc, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a tout intérêt à renvoyer dos à dos Benoît Hamon et Emmanuel Macron pour attirer le plus possible les électeurs de la gauche vers sa candidature. Donc là, c'est de la stratégie électorale française mêlée dans un discours européen. Donc là, effectivement, c'est un peu, là, on va dire que c'est de la politique politicienne. Mais il fallait forcément s'y attendre, même à Rome, même devant la gauche radicale européenne. Voilà, même à Rome, Jean-Luc Mélenchon essaye de rapprocher Benoît Hamon d'Emmanuel Macron dans un effort assez difficile, parce qu'il faut se rappeler quand même que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon étaient dans le même courant au sein du PS jusqu'en 2008, ils étaient dans la même motion. Donc là, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon essaye de rapprocher Benoît Hamon de la démocratie, de la social-démocratie, pour parler à ses propres électeurs et s'afficher comme vraiment le candidat de la gauche de la gauche. Et je pense que ce qui est douloureux pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a quitté le PS après le congrès de Reims, en pensant justement que ce qu'a fait Benoît Hamon, jamais il pourrait le faire. En fait, Benoît Hamon a réussi à faire ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à faire, sauf que maintenant Jean-Luc Mélenchon doit essayer de le faire de l'extérieur, alors que Benoît Hamon essaie de le faire de l'intérieur. Par contre, je pense que en termes de force politique, Benoît Hamon n'a sans doute pas les épaules pour l'instant pour arriver à faire
en fait, ce qu'il rêve de faire. Oui, enfin, avec le petit bémol que Benoît Hamon n'a pas encore mis la main sur le PS. On verra après l'élection présidentielle, parce qu'il y a quand même les amis de Manuel Valls qui vont lui compliquer la tâche. Donc pour l'instant, il a gagné la première étape, la primaire, Benoît Hamon, mais l'après, la recomposition du PS après la présidentielle et législative, là, il n'a pas encore complètement gagné. Ce qui est de plus troublant, c'est de voir que, en fait, et à droite et à gauche, on va dire, les candidats qui représentaient la social-démocratie, en gros, Alain Juppé à droite et Manuel Valls à gauche, ont tous deux perdu. C'est-à-dire que pour la première fois, alors que les candidats gagnaient systématiquement, ceux qui étaient les tenants de la social-démocratie gagnaient, ils ont perdu tous les deux en même temps, chacun de leur côté. Et ce qui s'est passé, c'est que la bulle qui est en train de se faire, c'est que les candidats sociodémocrates de droite et de gauche sont en train de s'unir ensemble derrière Emmanuel Macron, en gros, pour sauver le candidat social-démocrate. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et alors par contre, la droite, effectivement, devient avec quelque chose de plus conservateur. La gauche est passée un peu plus à gauche. Et donc le renouveau social-démocrate, on va dire, en fait, peut-être l'ancien jeu politique, est en train de se sauvegarder à travers la candidature d'Emmanuel Macron. Frédéric Delpech, vous nous disiez tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon jouait un match de 2e division, mais au moins il entre sur la pelouse parce qu'il a annoncé, juste avant de monter à la tribune de ce sommet dit du plan B, il a annoncé qu'il avait enfin obtenu ses 500 parrainages. Ça ne faisait pas de doute, ça ? Ça faisait un peu des interrogations en tout cas, parce que ce qui s'est passé pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que le Parti communiste a gardé sous le coude un certain nombre de parrainages. Alors on n'a pas bien compris la stratégie d'ailleurs du Parti communiste, qui avait finalement, après quelques rebondissements, on s'en souvient, choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon, tout en faisant un peu de rétention des parrainages, ce qu'a voulu la direction du parti. Alors, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a dit aujourd'hui, j'ai obtenu mes 500 parrainages, mais j'ai dû vraiment batailler. Et surtout, c'est pas le gros des troupes, c'est pas des communistes. Ça arrive qu'en 3e position, d'après ce qu'il a dit, les signatures, enfin les parrainages strictement communistes. Donc, on voit qu'il y a eu une incertitude pour Jean-Luc Mélenchon, avec un scénario très différent de celui de 2012, où là, il y avait vraiment eu un accord entre le Parti communiste et le Parti de gauche pour faire ce qu'on appelait à l'époque le Front de gauche. Là, dans la France insoumise défendue par Jean-Luc Mélenchon, il a certes accueilli le soutien des communistes, mais il a voulu garder totalement la maîtrise de ces thèmes de campagne. Ce n'était pas un accord électoral, là, vraiment. Donc, effectivement, les communistes ont tardé un peu à donner leur parrainage. Apparemment, c'est fait. Maintenant, il faut attendre que le Conseil constitutionnel confirme, bien évidemment. Mais ça y est, Jean-Luc Mélenchon rentre dans la cour des... Donc le 8e candidat à l'élection présidentielle. Voilà, 8e candidat à obtenir ses 500 parrainages. Vous pensez quoi de sa campagne ? Il est difficilement audible, Jean-Luc Mélenchon. Il y a un problème d'argent réel dans cette campagne, Nicolas Gossmann, selon vous ? Je crois qu'il a, ça y est, il a enfin eu il a eu un prêt de 8 millions d'euros. Je crois qu'il l'a déclaré il y a 1 ou 2 jours. Par une banque. Jusqu'ici, vraiment, sa campagne était conditionnée à ensuite, des problèmes financiers. Peut-être qu'il y avait des problèmes financiers. Ensuite, il y a aussi la dimension... Enfin, on a vu, on va dire, notamment dans la primaire de la droite, qu'il ne suffit pas forcément de beaucoup de temps pour arriver à faire une percée. On l'a vu avec François Fillon. Je pense que la question aussi qui se pose à Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est vrai c'est un très bon débatteur, qu'il attend aussi les débats avec les autres candidats, qu'ils soient présents et de pouvoir justement faire la différence à ce moment-là. Oui, sinon, le gros caillou dans la chaussure de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir comme candidat qui est sorti des primaires socialistes Benoît Hamon. Ouais. Parce qu'évidemment, pour lui, c'était une très mauvaise nouvelle, puisque c'est un candidat qui est quand même marqué très à gauche au sein du PS, même si en ce moment, il essaye de se recentrer et de rassembler tout le monde autour de lui. Mais enfin, il est quand même marqué dans l'opinion publique auprès des électeurs. Donc, je pense que c'était vraiment une très mauvaise nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. Ceci dit, on voit depuis, je regardais là, les sondages de l'IFOP qui sont faits chaque jour depuis début février jusqu'à aujourd'hui, et on voit que la courbe de Benoît Hamon, si vous voulez, est partie à 18% et va vers les 13,5% en ce moment, alors que Mélenchon, le trajet inverse, il est parti de 9% et il arrive à 12%. Donc, la campagne de Jean-Luc Mélenchon par rapport à celle de Benoît Hamon ne doit pas être si mal perçue par les électeurs, et il y a peut-être un moment où il pourrait passer au-dessus de Benoît Hamon. Avec Delpech. Oui, je pense que le principal handicap dans cette campagne pour Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être parti trop tôt. Il est parti, c'est celui des candidats peut-être avec Marine Le Pen, mais elle a mis sa campagne entre parenthèses pendant des mois. Mais Jean-Luc Mélenchon a commencé très tôt sa campagne. Et donc, il a brûlé en quelque sorte beaucoup de ses cartouches déjà dans la campagne depuis des mois et des mois. Et alors, évidemment, on a vu que l'intérêt s'était focalisé d'abord sur la primaire de la droite, ensuite sur la primaire de la gauche, avec des rebondissements, avec des surprises. La nomination, la désignation de Benoît Hamon en a été une, par exemple. Et lui, finalement, il n'a pas apporté beaucoup de grains à moudre dans la campagne, Jean-Luc Mélenchon, depuis des mois. On a le sentiment que là, même, on l'a encore vu cet après-midi, qu'il ressasse à nouveau ses thématiques sur l'Europe, mais il n'y a rien de très nouveau. Alors peut-être qu'il va pouvoir se relancer
en développant des nouvelles mesures. Et à la faveur des débats, vous pensez aussi qu'il peut tirer son épingle du jeu des débats, Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu à la faveur du débat. Oui, mais tout le monde n'est pas un bon orateur et un bon débatteur. On va voir. C'est vrai que lui est plutôt un bon débatteur, mais Marine Le Pen est une bonne débattrice. François Fillon n'est pas mauvais. Emmanuel Macron risque de créer la surprise. Et donc, Benoît Hamon s'est un petit peu rodé pendant les débats de la primaire. Donc, on va voir. Pour l'instant, c'est encore mystérieux. Mais en tout cas, en termes de campagne, de stratégie de campagne, de développement de campagne, peut-être qu'il manque des petites aspérités. Alors, il y a eu l'hologramme, qui était un coup assez réussi pour Jean-Luc Mélenchon. Ça a un peu relancé. C'était le coup réussi, d'ailleurs. Oui, le coup réussi juste après la désignation de Benoît Hamon. Donc là, ça a relancé un peu sa campagne. Mais peut-être qu'effectivement, comme il est en campagne depuis maintenant plus d'un an, peut-être qu'il a besoin de relancer à nouveau sa campagne par une mesure forte ou une action spectaculaire. Laurent Fargue. Non, je pense qu'en effet, ces fameux débats là, entre tous les candidats avant le premier tour seront assez clés, parce que dans une campagne où on voit que les électeurs sont assez indécis, qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour des résultats, c'est évident que François Fillon, par exemple, va essayer, comme il avait fait pendant la primaire, de se démarquer, que ça sera aussi une tribune pour Marine Le Pen, que ça sera... Enfin, je pense en effet que ces débats seront très clés, ils seront sans doute très regardés par les téléspectateurs, comme l'ont été la plupart des débats jusque-là, et donc chaque candidat va essayer de jouer son pion au maximum et va espérer qu'un certain nombre d'électeurs basculent de l'un vers l'autre à la faveur de ces débats et de l'image qu'ils pourront porter. On va retrouver rapidement Lucas Zajdela, qui est l'envoyé spécial d'LCI à Rome, qui a suivi évidemment cette intervention de Jean-Luc Mélenchon au sommet du plan B. Oui, il a parlé d'Europe évidemment, Lucas, mais il était devant la gauche radicale européenne, il n'y avait pas le choix. Comment est-ce que ça a été perçu, sa déclaration ? Écoutez, Pascal, vraiment bien. Et puis Jean-Luc Mélenchon, à son sommet pour le plan B, c'est l'un des instigateurs de ce projet. C'est lui qui avait lancé ce premier sommet pour le plan B à l'époque avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec. Alors on l'a senti vraiment dans son élément. Ici, Jean-Luc Mélenchon, il est applaudi à chacune de ses interventions. Il y a même un petit peu la queue de la part des leaders de la gauche radicale européenne pour pouvoir venir parler à Jean-Luc Mélenchon, pour pouvoir venir prendre la photo avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a un député hongrois qui est venu le voir pour lui demander si c'était possible d'organiser le prochain sommet du plan B en Hongrie. Voilà, Jean-Luc Mélenchon ici qui est vraiment le personnage central de ce plan B, celui qui a capté toute l'attention des médias français évidemment, mais même aussi des autres médias, des médias européens qui avaient fait le déplacement. Jean-Luc Mélenchon, comme un poisson dans l'eau ici à Rome, dès ce matin, lors de la visite du forum, il a déambulé au milieu des ruines romaines, jouant un petit peu les professeurs d'histoire vis-à-vis des journalistes, nous expliquant que c'était dans le forum romain qu'il y avait eu la première grève de l'histoire du monde occidental. Jean-Luc Mélenchon qui se dit très serein sur la suite de sa campagne. Il nous avait confié à Marseille en début de semaine qu'il était seulement stressé sur la grande marche à venir. Il sait, Jean-Luc Mélenchon, il nous l'a avoué, qu'il sait qu'il joue gros lors de cette prochaine grande marche. En 2012, lors de la marche pour la 6e République, il avait réuni 120 000 personnes. Alors forcément, il le sait, s'il en réunit moins cette semaine, la semaine prochaine, samedi, entre la Bastille et la République, forcément ce sera vu comme un échec et ce sera beaucoup plus compliqué pour lui d'insuffler ce fameux second souffle à sa campagne. Merci Lucas Zajdela en direct de Rome pour LCI. Il a tapé donc Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui sur Benoît Hamon, sur Emmanuel Macron. Il a tapé un tout petit peu sur François Fillon. Il a dit remuer les épaules sans beaucoup de conséquences. Finalement, pas grand-chose à propos de Marine Le Pen, si ce n'est cette différence de vision européenne. Elle est nationaliste, lui est internationaliste. Je pense que la différence avec Marine Le Pen, c'est qu'elle ne fait pas trop de différence entre Enfin, elle veut la sortie de l'euro. Elle veut la sortie de l'euro, elle veut la sortie de l'Europe. Pure et simple. Même si elle indique qu'elle veut faire d'abord discuter et ensuite sortir, elle veut sortir. C'est quand même l'objectif. Elle a même dit que, d'ailleurs, si elle perdait le référendum de sortie, elle quitterait le pouvoir si jamais elle venait à être élue. Et Jean-Luc Mélenchon parle aussi de sortie de l'euro, de sortie de l'Europe, mais il est plus mesuré, il essaye quand même au départ d'essayer de négocier. Je pense que les termes dans lesquels il en parle ne sont pas forcément justes, enfin, à mon sens. Et voilà, mais il y a quand même une différence assez notable de ce côté-là.
Un mot, Laurent Fargue. Oui, par rapport à 2012, c'est vrai, où Jean-Luc Mélenchon se présentait beaucoup plus comme le premier adversaire de Marine Le Pen. Là, elle est beaucoup moins attaquée. On voit qu'il cible plus Macron, il cible plus la social-démocratie, l'Europe. Mais c'est vrai que Marine Le Pen est moins ciblée. Oui. D'ailleurs, on retrouve aussi chez Benoît Hamon moins d'attaques par rapport à Marine Le Pen. Benoît Hamon, qui faisait l'émission politique jeudi dernier, a ciblé un certain nombre de candidats, mais assez peu Marine Le Pen.